d'observer les mesures barrières. Vu la situation actuelle, aucune date n'est sûre pour la réouverture physique des classes. Que comptez-vous faire face à cette incertitude? Alors, c'est comme je disais tantôt. Vous voyez, nous avons opté pour un maintien de l'apprentissage. Ce maintien de l'apprentissage pour les étudiants, pour les enseignants, pour l'administration, reste la première option de base. Ce qui veut dire, nous allons passer un certain nombre d'enseignements sur un modèle de contact. Ensuite, nous allons encore revenir sur cela. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, au regard de l'évolution de la situation, nous sommes presque convaincus que tout au plus, dans 2 ou 3 semaines, il n'est pas exclu que nous accueillons déjà quelques étudiants de retour. Le président Macky Sall, lors de son dernier discours à la nation, datant du 11 mai 2020, a déclaré que des réflexions sont en cours concernant l'enseignement supérieur. Néanmoins, les cours en ligne doivent être poursuivis. Alors, avez-vous pensé à faire des ajustements sur ces décisions déjà prises? Alors, justement, cette possibilité qu'offre son Excellence le président de la République est justement ce qui m'a permis tantôt de dire. Nous allons maintenir le phénomène en boucle de contact d'apprentissage et dès les 2 prochaines semaines ou dans la 3e semaine tout au plus, nous allons commencer à enregistrer le retour progressif des étudiants. Ce qui veut dire que nous allons reprendre des cours en présentiel et nous sommes en train de travailler dans la planification et dans la prise en charge d'un certain nombre de dispositions pour que les étudiants puissent en toute sécurité sanitaire venir suivre leurs cours et repartir chez eux sans problème. Est-ce que le César est suffisamment prêt, préparé à vivre avec ce virus qui ne fait que se propager? Bon, le César est-il suffisamment prêt à vivre avec le Covid? Je pense que en ce qui nous concerne, la question ne se pose plus en ces termes. Pour nous, c'est l'obligation de vivre avec. Vous voyez, tant qu'il n'y a pas de vaccin, tant qu'il n'y a pas de mesures, pas de mesures, mais de traitement efficace, je dirais à 100%, ben c'est quelque chose que nous devons intégrer dans nos comportements. Donc, nous avons l'obligation, la contrainte environnementale nous oblige à prendre des dispositions. On ne peut plus se cacher en disant « Ah, on n'est pas prêt » et on laisse tomber. Non, nous n'avons plus le choix. Il faut que nous commencions déjà à réfléchir dans ce sens. Et vous voyez que si vous faites attention lorsque vous rentrez, vous avez déjà un dispositif de lave-main qui est installé. Nous sommes en test actuellement. Nous avons demandé à un certain nombre de collaborateurs de rester et à la plus grande majorité du personnel de rester en retrait. Et nous sommes en train de progressivement expérimenter. Donc, ce qui va se passer, c'est que nous allons faire une expérimentation progressive. Nous enregistrerons d'abord un retour du personnel progressivement. Nous allons voir comment ça se comporte. Ensuite, nous allons tirer les enseignements avant naturellement que les étudiants arrivent. Nous avons déjà fait la scénarisation en ce qui concerne la disposition des étudiants. Nous avons fait le point sur les capacités de nos salles. Nous savons exactement, par exemple, une classe de 40 étudiants, nous savons exactement à la date d'aujourd'hui, en tenant compte des mesures de distanciation ou de barrières sociales, combien de classes il faut constituer. En tenant compte de nos capacités véritables d'accueil, nous savons par exemple que si nous devons reprendre un cours avec une classe d'une quarantaine d'étudiants, voici la salle qui peut les accueillir, voici ce qu'il faut prendre comme mesure en amont, etc., etc. Et nous avons déjà estimé le coût de cette scénarisation. Et pour nous, il n'y a pas d'autre alternative. Il faut commencer à se dire, tout comme le paludisme, tout comme d'autres pathologies, il faut prendre les dispositions et vivre avec. Alors, monsieur le directeur général, vous venez d'énumérer les mesures d'accompagnement que vous prévoyez faire au cas où les cours reprennent en présentiel.
Mais depuis le début de cette pandémie, est-ce que le César a mené des actions ou a élaboré des mesures d'accompagnement vis-à-vis des parties prenantes? Alors, vis-à-vis des parties prenantes, il y en a plusieurs. Parties prenantes. Nous avons notre principal, je dirais, partie prenante, ce sont nos étudiants et nos enseignants. Et nous avons le personnel naturellement comme étant une partie prenante interne conséquente. En ce qui concerne, comme je disais, les enseignants, pardon, les étudiants, la première des mesures était effectivement d'observer la mesure gouvernementale qui a consisté à surseoir à l'ensemble des activités pédagogiques en présentiel. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, à l'endroit des étudiants, a été de voir dans quelle mesure il était important de maintenir le contact d'apprentissage et de procéder à des évaluations par la suite pour mieux nous réarmer et mieux nous outiller. Et en ce qui concerne également les étudiants, nous sommes en pourparlers avec leur association principale qui est l'ASEMA, de voir dans quelle mesure nous pouvons aider ou accompagner cette association qui a identifié un certain nombre d'étudiants qui, au regard de la situation sanitaire, a engendré des précarités dans les conditions de vie que nous allons essayer d'accompagner. Rien qu'hier, nous en discutions sur le montage technique du dossier pour voir dans quelle mesure on peut soutenir un tant soit peu nos étudiants qui sont là et qui n'avaient pas prévu justement de vivre des situations assez difficiles de ce type. Ça peut être par exemple au niveau alimentaire, ça peut être au niveau de l'accompagnement psychologique, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas très évident de rester enfermé à la maison. On n'est pas prisonnier, mais à la fois on ne peut pas sortir parce que il y a un grand risque qui se présente dehors et donc psychologiquement ça peut affecter un certain nombre d'étudiants. Donc voici quelques mesures que nous avons entreprises ou que nous allons finaliser cette semaine ou en début de semaine prochaine. En ce qui concerne les enseignants, c'est la même chose. Nous leur avons demandé d'observer les mêmes mesures et de faire en sorte qu'ils puissent disponibiliser leur support de cours. Mais comme je dis, vous savez, le fait de n'avoir pas été préparé à cela, mais vous avez vu que beaucoup sont très réticents au démarrage parce qu'ils n'ont pas été préparés, ne serait-ce que même à l'utilisation de la plateforme. Souvent, ils exigent que le responsable du parcours soit présent à côté pour intervenir. Il y a beaucoup d'éléments, mais je dis c'est tant mieux parce que nous avons envisagé de les former. Et tout dernièrement, avec l'université, la Télé-Université du Québec, TELU, qui est un de nos partenaires, nous avons proposé que tous les enseignants s'inscrivent à des modules d'apprentissage de la formation à distance, pour les permettre de pouvoir prendre en charge correctement les étudiants. En ce qui concerne le personnel, c'est comme je le disais tantôt également, mais nous leur avons demandé de rester à la maison. Il n'y a qu'un minimum, un strict minimum qui travaille. Le management de l'institution, donc vous avez les directeurs, plus les coordonnateurs d'unité. Et nous avons retenu un principe très simple. Sur le site, on ne devrait pas avoir plus de 25% du personnel présent à l'heure actuelle. Et vous avez vu en venant que dans les espaces communautaires, de façon systématique, le port du masque est obligatoire. L'entrée à l'intérieur est régentée par les services de sécurité. Les dispositifs de gel hydroalcoolisé sont disponibles aussi bien dans les couloirs que dans les bureaux, pour permettre aux gens de se désinfecter les mains régulièrement. Vous avez le port du masque lorsque vous avez plus d'une personne qui se retrouvent, etc., etc. Donc voici quelques mesures que nous avons prises. Et aussi, c'est pour moi l'opportunité de faire un appel du pied à votre club, le club RSE, en disant, écoutez, nous sommes tout oui à toute activité, toute action qui peut permettre ensemble de gagner cette bataille de la maladie du coronavirus. Merci, monsieur le directeur général. À présent, nous allons aborder un sujet qui est devenu plus ou moins sensible vu le contexte dans lequel on se trouve. Avant de venir à vous, nous avons mené notre petite enquête et notre enquête a révélé que plusieurs étudiants rencontrent des difficultés financières.
Certains même n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins actuellement, du fait de la mise en chômage technique des parents d'étudiants et même l'arrêt des activités économiques dans certains secteurs. Alors, quelle lecture faites-vous de cette situation et qu'en est-il du paiement des frais de scolarité? Alors, merci, c'est véritablement une question sensible et une question délicate. Hein, parce que vous souviendrez que la fermeture ou la suspension des activités pédagogiques est intervenue en ce qui concerne notre planification financière au moment où, je crois, la dernière tranche de paiement des frais de scolarité devrait être amorcée. Vous avez déjà une facilité qui est offerte de dire vous payez un pourcentage au moment de l'inscription et ensuite vous échelonnez sur une période. Donc, nous arrivons quasiment à la période où les étudiants doivent s'acquitter des 25% des frais de scolarité restants et c'est là où les mesures de distanciation, les mesures de lutte contre la maladie du coronavirus interviennent. Et effectivement, comme vous le dites si bien, la fermeture de nos établissements n'a pas été plutôt la seule mesure de restriction. Il y a aussi eu justement par ce fait-là la suspension d'un certain nombre d'activités économiques qui font que aujourd'hui la question de l'emploi se pose et la question de la subsistance de façon globale se pose. Et si vous avez suivi l'actualité, il est même envisagé des reculs ou des replis suffisamment importants en ce qui concerne le niveau de croissance dans nos différents États. On parle même d'une croissance, d'une décroissance, je dirais, de moins de 2% pour cette année 2020. Ce qui veut dire que ça va être une situation globalement difficile. Difficile pour toutes les couches sociales, difficile pour les parents d'étudiants qui font l'effort de scolariser leurs enfants, et difficile aussi pour les étudiants eux-mêmes qui reçoivent soit un appui en termes de bourse des États ou encore en termes de bourse de partenaires d'aide au développement parce que les aides vont être réorientées, etc. Donc nous sommes vraiment véritablement dans un contexte assez difficile à tous les niveaux. Et il est important que nous fassions preuve, je dirais, de génie pour voir dans quelle mesure il est possible justement de préserver l'essentiel. Et préserver cet essentiel, c'est d'abord et avant tout de permettre aux étudiants qui sont déjà là et qui nous ont fait confiance de pouvoir aller à l'école, de pouvoir fonctionner, de pouvoir faire leurs évaluations, de pouvoir conclure, je dirais, leur année académique, afin de pouvoir demain éventuellement travailler. Donc, il y a des réflexions à l'interne qui sont en cours pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour juguler, ne serait-ce qu'un temps soit peu, cette difficulté-là, sachant que la même difficulté impacte l'activité et le fonctionnement de l'institution. Je vous disais tantôt, nous sommes dans une situation où les mesures que nous allons prendre pour redémarrer l'activité vont engendrer des coûts. Comment est-ce que nous finançons ces coûts? Et c'est justement sur la base des frais de scolarité, sachant bien entendu que le CESAG fonctionne pour la grande partie de ses opérations à plus de 90% sur ses propres ressources. Et ces ressources, c'est celles générées par les scolarités des étudiants et c'est aussi celles générées par nos activités d'appui conseil et de renforcement de capacité. Malheureusement, tout ce qui était en cours avec les mesures de distanciation, les fermetures des aéroports, etc., font que ce pan de l'activité est totalement encore à la ligne de départ. Parce que justement, la crise intervient au premier trimestre. Nous sommes dans le processus d'élaboration des offres, dans le processus de marketing, si je peux parler ainsi. Et cela fait que vous avez un gros pan de revenus
qui est un peu, qui est affecté, même pas un peu, qui est affecté. Si toute chose reste comme telle, il est évident que nous risquons nous-mêmes d'avoir un certain nombre de contraintes et de difficultés. Mais en tout état de cause, comme j'ai dit, nous devons faire preuve de réflexion, preuve d'imagination. Vous avez fait une enquête auprès d'étudiants, ce serait bien de partager cette enquête avec nos structures qui sont en charge de la vie estudiantine. Vous savez que depuis, justement, parmi les réformes qui ont été faites, se trouve désormais un service qui est consacré à la vie estudiantine. Et justement, ce service-là a pour rôle d'identifier des cas de ce type et de proposer de façon intelligente des solutions qui puissent permettre aux étudiants de poursuivre leur parcours. Et si vous avez vos résultats, à mon avis, ce serait une nouvelle opportunité de partager ça avec ce service pour qu'on puisse voir ensemble comment on peut travailler pour jouer sur ce défi-là. Mais, in fine, ce sera un effort global de solidarité. Le maître mot sera la solidarité. Il faut qu'il y ait beaucoup de solidarité à ce niveau pour qu'on puisse sortir de cette situation. Du reste, qui n'est pas une situation qui va prendre fin au lendemain, par exemple, de la fin du confinement. C'est une situation que nous allons traîner encore quelques années. Et comme je le disais aux collaborateurs, dans toute crise, vous avez une situation qui est celle de l'émotion. Vous avez la partie émotionnelle de la crise qui vous surprend et donc du coup qui vous amène à ne pas savoir quoi faire, à être tétanisé. Mais une fois l'émotion passée, vous devenez l'artisan, vous devenez le maître de ce qu'il faut faire pour dépasser cette crise en la gérant à son présent, mais aussi en tenant compte de l'avenir. Parce que, in fine, c'est ce qui est important. Aujourd'hui, si nous trouvons un vaccin contre le Covid, demain matin, tout le monde sera vacciné, c'est fini. Qu'est-ce qui va se passer après? Il va falloir gérer les conséquences de la crise. Et c'est là, justement, où les défis les plus énormes se posent. Et nous devons faire preuve de beaucoup d'imagination. Et nous devons sortir, comme on dit, de la boîte pour imaginer des véritables solutions durables